C'est particulier, mais je pense qu'on devrait peut-être commencer à parler un peu dans les sujets de comment est-ce que toi, ton entreprise a vécu la crise du COVID. Ça a été quoi l'impact sur tes ventes, autant en ligne, hors ligne? Qu'est-ce que tu fais pour t'adapter à ça? Où est-ce que tu vois les choses venir? Bien, c'est sûr que c'était un... On voit l'évolution de la vente en ligne, mais là, il y a une accélération qui s'est faite. Je pense que dans toutes les crises, il y a un mode accélération. Il y a des choses que, quand tu es acculé au bout du mur, tu deviens meilleur, vite, tu es obligé de réagir. Ouais. La business, présentement, s'en allait tranquillement, pas vite, mais sûrement vers une transition de plus en plus en ligne. On voit que le commerce de détail, c'est de plus en plus difficile. Là, il y a eu une accélération. Les gens ne peuvent pas aller magasiner ailleurs, ils se retournent vers en ligne. Puis ceux qui ont des plateformes en ligne performantes, ben, ils en bénéficient. Nous, on avait fait une transition. On a 2 sites. On a un site US international qui est chargé en US ou un site canadien. On est sur une plateforme Shopify Plus. C'est un processus progressif. On est en train de faire des modifications au fur et à mesure qu'on rencontre des possibilités, des problématiques qu'on essaie de... Mais nécessairement, on a vu une augmentation exponentielle de nos ventes en ligne, c'est certain. Parce que les gens qui voulaient continuer à se procurer nos produits, ben c'était la seule façon de le faire d'une certaine façon. Et l'autre affaire aussi, c'est qu'il y a une prise de conscience pour certains. T'sais. Ah ouais, écoute, je ne mange pas super bien, je suis chez nous, je ne vais pas à l'épicerie, peut-être que ce serait le temps, peut-être de prendre X, Y, Z. Il y a eu la promotion qui a été faite de certaines affaires. On a parlé de l'hydroxychloroquine, de chloroquine, beaucoup, mais on sait que c'est un ionophore. Dans le fond, ça permet au zinc de rentrer dans la cellule. Si tu n'as pas de zinc, il y a eu cette promotion-là un peu qui a été faite. On s'est mis à vendre du zinc comme on n'a jamais vendu, là, parce qu'il y a une popularité instantanée qui se fait. Il y a une question de popularité, une question de demande, puis une question de façon de faire. Donc, je ne sors plus de chez nous pour en acheter, je l'achète par Internet. Si l'expérience client est intéressante, je vais poursuivre dans cette expérience-là. Il y a des gens qui sont mis à faire l'épicerie en ligne puis se sont rendus compte que c'est cool, ça. Je fais mon épicerie puis ils viennent livrer ça chez nous, pas besoin d'attendre là-bas, puis de gosser, puis bon. Fait qu'il y en a qui vont garder ça comme une habitude après COVID. Ça va changer le monde un peu de la façon que les gens voient les choses. Ça va changer nos habitudes de consommation peut-être, de produits puis de façon de faire. Mais moi, l'entreprise, une chance qu'on avait un commerce en ligne, puis une chance qu'on avait upgradé notre capacité de le faire, que la offre client est bonne. Puis une autre chance, c'est une chance que les compagnies avec lesquelles je fais affaire sont performantes. On livre, même dans la situation actuelle, très rapidement. Et ça, les clients sont très satisfaits. T'sais. Ils commandent le lendemain, le surlendemain, maximum au Canada, ils ont reçu le produit coast to coast. Aux États-Unis, habituellement, 2-3 jours, c'est rendu le maximum. Puis on peut livrer en France en 5 jours. Fait que ça, l'expérience client, les gens disent, ça va-tu être long, ça va-tu être difficile? Puis présentement, on s'en est bien sorti avec ça. Ce qui s'est passé, je pense que tous tes fournisseurs qui sont dans des magasins, c'est quoi, leurs commandes ont baissé drastiquement, j'imagine. Comment est-ce que vous avez réagi à ça? Est-ce que vous avez fait un meeting, puis là, vous avez fait comme là, qu'est-ce qu'on fait? Bien, tu sais, nous autres, c'est sûr que notre modèle d'affaires, ça fait 10 ans qu'on est en business. On a commencé avec beaucoup de détaillants. Des détaillants qui étaient des gyms, des magasins de suppléments, des magasins. On est dans les magasins d'aliments. C'est sûr que tous les gyms ont fermé. Donc là, il y a des places de vente qui étaient fermées. Enfin, nécessairement, nous autres, mais on ne le fait pas dans le détriment de. On ne veut pas augmenter un au détriment de l'autre. Ici au Canada. Aux États-Unis, notre approche est différente parce qu'on n'est pas dans les magasins, puis c'est pas une tactique qu'on veut prendre à court terme. On veut augmenter nos ventes online aux États-Unis. C'est une des raisons pourquoi on a 2 sites aussi. C'est que notre façon de faire est un peu différente. Mais reste que, les magasins, ça reste un peu notre clientèle qui explique le produit. Il y a des gens qui aiment encore le service client dans le côté spécialisé des choses. Si tu vas en magasin, tu es capable de te faire expliquer la différence entre un produit et un autre produit, puis ça devient un peu plus complexe des fois de faire la première achat en ligne sans trop savoir. Fait que c'est quand même cette expertise-là qu'on aime aussi, parce qu'on a des produits qui sont plus techniques. Fait que les magasins, on les supporte beaucoup là, avec ce qu'on peut faire présentement. Mais on espère qu'ils vont un retour à la normale pour eux autres, parce qu'il y en a présentement, il y en a beaucoup qui en arrachent, c'est sûr. Commerce de détail était déjà difficile. Une situation comme celle-là, c'est encore pire. Oui, c'est sûr que moi, ce qui me fait un peu capoter, dans le fond, c'est oui, tu as ce qui est difficile pour les commerces au détail. Puis ça, c'est la première crise. Mais qu'est-ce qui va aller en arrière de ça? Ça va être une crise
de tout ce qui est l'immobilier commercial. Ouais. Ça me fait vraiment peur de voir jusqu'où est-ce que cette problématique-là va se rendre. Mais bref. Mais moi, je pense aux gens qui sont dans ta situation, parce que c'est ceux qui sont, right now, le plus atteints avec la crise du COVID. Les autres, on patchera la bouée, mais qu'elle coule. Je sais pas si c'est une expression. Je viens de l'inventer. Ça a été quoi les différents moves que tu as fait pour augmenter la transition vers la web? Est-ce que tu t'es mis à vendre plus est-ce que tu t'es mis à faire plus de publicité AdWords, plus de publicité Facebook? Tu as essayé des nouveaux canaux d'acquisition? Les nouveaux canaux d'acquisition, comme je te dis, on le fait aux États-Unis surtout parce que notre objectif, c'est de ne pas nuire au marché qui est déjà affaibli. Nos clients qui sont des détaillants, on les supporte au Canada beaucoup. Aux États-Unis, comme je te dis, on a pris une méthode plus agressive. On fait du AdWords, on a publicité Facebook, Instagram, on a des newsletters, ainsi de suite. Ça, c'est notre marketing qui est très, très américain. Dans le fond, vous avez deux sites. Il y en a un qui est en Shopify en français ou en anglais? Il est français-anglais. Tu peux choisir français-anglais. L'autre, il est anglophone seulement. Okay. Puis, les prix sont en US. Les prix sont en US. La devise qui est transactionnelle, c'est du US. Même si tu es en Chine ou tu es en Hong Kong ou tu es en Europe, ça va être pays US. Tout qui est hors Canada, c'est pays converti US. Puis l'autre affaire, c'est ça, l'acquisition de clientèle est beaucoup plus agressive parce que nécessairement, on n'est pas en compétition. On nuit pas à un autre marché qu'on a monté avec le temps. T'sais. On ne veut pas faire une transition au détriment de quelque chose. Ça va se faire comme les gens vont le sentir qu'ils vont le faire. T'sais, ça veut dire que si toi, tu décides d'acheter en ligne plutôt que d'aller dans un magasin puis tu payes le même prix, c'est pas ma décision. Je n'aurais pas fait d'action précise pour nuire à mon détaillant, mais c'est toi qui as pris la transition. Fait que ça, on va le vivre avec la transition qui est en train de s'installer, je pense, tranquillement, mais sûrement. Moi, je crois qu'il y a certains commerces de détail qui sont importants, qui survivent, comme je te dis, à cause du côté technique des choses. Moi, il y a des affaires que j'ai le goût de me faire expliquer par quelqu'un comment ça fonctionne, puis avoir des conseils. Puis dans le domaine du supplément, ces conseils-là sont quand même importants. On donne de la formation aux détaillants, puis on veut que ces détaillants-là soient notre voix aussi, puis qu'ils puissent former nos clients. Parce que ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que c'est pas parce que c'est un supplément et non un médicament que c'est inutile. Il y a des suppléments, il y a des suppléments qui sont très puissants. Ouais. On pense pas que c'est puissant, mais il y a des effets secondaires, il y a des dosages à prendre, il y a des durées de temps, il faut que tu prennes ça, il y a des timings, il y a des molécules qui ne font pas à tout le monde, il y a des contre-indications avec des médicaments. Ouais. C'est pas des molécules inertes, sinon ça ne ferait rien. Fait exact. Il y a un potentiel de toxicité puis un potentiel d'interaction. Pas parce que c'est naturel que c'est sécuritaire à 100% dans tout dosage et tout ça. Fait que l'important, nous autres, on donne beaucoup de formation et tout ça. Fait que le détaillant devient aussi notre porte-parole à ce niveau-là. En ligne, on fait des vidéos, toutes sortes d'affaires, mais le côté personnalisé est très difficile. Tu ne peux pas avoir une approche qui est individualisée. Ça, c'est très difficile. Ouais. Puis au niveau, tu as mentionné en ligne, vous faites des vidéos. Est-ce que c'est. Je pense qu'avant qu'on commence le podcast, je pense que tu m'as dit que tu avais commencé à faire des podcasts ici en Ontario. Ça, c'est un projet qu'on est en train de développer. C'est tout nouveau, vous êtes en train de nous dire on va se faire un podcast de sport, fitness, nutrition, santé. Oui, c'est ça, c'est mode de vie, santé, supplément. Là, c'est tout. Là, on parle d'entraînement, on parle de nutrition, puis on fait venir des spécialistes de chacun. On parle du sommeil, on va parler des suppléments qui aident le sommeil, mais on va aussi avoir un intervenant qui est spécialisé dans cette approche-là, puis tout ça, puis qui a une expertise intéressante pour justement approfondir les connaissances là-dedans des gens. Fait que ça, c'est le podcast. Mais présentement, on a des vidéos sur notre blog. On publie 3-4 articles par semaine sur toutes sortes de sujets, dont les suppléments, la santé en général, puis tout ça. Puis on a des vidéos explicatives sur les suppléments. Qu'est-ce que ça fait, ainsi de suite. Fait que tu as une vidéo un peu qui n'est pas une publicité, mais qui est plus une fiche technique. C'est-à-dire, ça fait quoi, la molécule, quel dosage, pourquoi on a choisi ça, le rationnel en arrière de la formule, puis tout ça. Fait que c'est ça qu'on a sur notre site. Mais comme je te dis, toi, c'est une contre-indication ou quelque chose, mais là, les gens nous écrivent. Fait qu'on a aussi des plateformes là, de chat sur notre site web, ainsi de suite. On a des questions-réponses qu'on a personnalisées le plus. Parce que ça doit être quand même, justement, vu que vous vendez des suppléments, vous devez avoir un gros volume de questions, puis la personnalisation du service que vous donnez aux gens. Oui, c'est un service qui est important, mais d'un point de vue entreprise, ça peut devenir aussi une contrainte et un problème à cause que ça va venir monopoliser une partie du temps de tes employés, puis de ton staff, et de vos ressources.
Fait que je suppose que le podcast, les vidéos, les blogs, c'est pour être capable de répondre à ça. Mais ça vient avec un autre set de problèmes. Moi, je suis quand même curieux de savoir comment est-ce que ça fonctionne, ton organisation en lien avec la création de contenu. Qui crée les articles, qui crée les vidéos, qui décide qu'est-ce qu'il y a dans ces vidéos-là. Est-ce que vous avez trouvé un workflow, un processus? Puis est-ce que tu es satisfait justement de ce processus-là? Est-ce que c'est quelque chose que tu dirais, ça, c'est une bonne recette, tout le monde devrait faire ça? Ou tu as des insatisfactions en lien avec ça? Peut-être que j'ai des idées. Ben, tu sais, d'abord, nous autres, si on regarde la façon qu'un produit est fait, c'est qu'on va créer une formule de répondre à un besoin existant. Donc, on fait le rationnel de la formule, puis de ce rationnel-là, on fait une demande à Santé Canada, donc on doit avoir une bibliographie qui est faite. À partir de ça, on fait une fiche technique. La vidéo, souvent, c'est une vidéo qui va être explicative de la fiche technique par la personne qui a fait la recherche, donc elle est capable elle a les connaissances. En anglais, c'est Dwayne Jackson qui le fait, le docteur que je sais de Western. Lui, il a un doctorat il a un PhD en biophysique, spécialiste de la microcirculation et tout ça, puis sa femme a un PhD en nursing, le kit, là, puis elle enseigne à des nurses pour... De l'heure, ça coûte cher faire un article. Hein? Pardon? De l'heure, ça coûte cher faire un article. Oui, on dépense pas mal là-dedans, mais c'est un investissement parce qu'on se démarque aussi par la qualité de l'intervention. C'est pas du bro science, c'est pas tout croche, c'est basé sur des faits, puis tout ça, puis on cite des références, puis on les met des références, puis tout ça. Fait qu'on essaie de mettre le plus d'exactitude possible. Quand c'est en français, la majorité du temps, c'est moi qui le fais. Mais on a un autre intervenant qui vient de s'ajouter, qui s'appelle Kevin Arsenault aussi. Le gars, il a une maîtrise en physiologie de l'exercice, puis il est en train de faire son doctorat en nutrition. Fait que si on regarde nos articles, puis tout ça, il y a beaucoup de référencements. Dans l'activité physique, on a un spécialiste qui est Rick Fastro qui fait ça. Fait qu'on a chacun notre département, si tu veux, puis on a un mandat, puis on répond aussi selon le genre de questions qu'on a. Mais là, on dit, regarde, on fait 12 questions qu'on a sur le même sujet. On va élaborer autour de ces questions-là un blog, un article de blog ou une vidéo, ou les deux. Souvent, on fait les deux parce que il y a des gens qui sont plus visuels, qui aiment mieux écouter une vidéo que d'autres. Une fois qu'ils ont lu 3-4 lignes, ça devient... Il n'y a pas beaucoup de gens qui lisent longtemps maintenant. Ils vont lire en diagonale. Il faut que ça soit facts and benefits, là, parce que ça devient un peu trop technique. Là, ils décrochent. Fait que la vidéo permet des fois d'avoir une meilleure explication parce qu'il y a un thème, il y a un tempo dans l'information qui est plus facile à assimiler. Mm-hmm. Donc, à date, c'est sûr qu'il y a toujours un mécanisme de serrure là-dedans. Puis, au niveau de la stratégie, je suppose, est-ce que c'est plus au niveau, vous essayez d'aller chercher du trafic sur les médias sociaux, sur Google, sur d'autres plateformes, ou c'est vraiment pour être capable de mieux répondre aux questions que les clients vous posent, vous les référer à ces articles-là? Ou il y a une stratégie d'acquisition derrière? Il y a une stratégie d'acquisition, c'est sûr qu'au travers du wording, des mots qu'on met dans le blog, mais il y a une acquisition qui se fait un peu de façon organique sur Google et tout ça. Les vidéos sont partagées aussi. YouTube, c'est un channel qui fonctionne relativement bien. Fait que notre channel YouTube, il devient une référence pour du monde. Quand ils cherchent une information sur quelque chose, ils vont aller là-dessus. Puis les médias sociaux de différents intervenants. Donc, on a les médias sociaux d'ATP comme tels sont un peu plus publicitaires. Il y a de l'information, mais c'est un peu moins dense. Mais si tu vas sur les différents médias sociaux des intervenants, si tu vas sur le mien, sur lui de Dwayne, et ainsi de suite, tu vas avoir plus d'informations détaillées parce qu'on veut un détachement aussi pour pas que tout devienne publicité. Mm-hmm. Moi, je veux que mon intervenant, qui est un docteur, s'exprime comme tel d'une recherche sur un ingrédient qui ne fait pas nécessairement un lien direct avec un produit, mais que les gens comprennent, OK, c'est pour ça qu'il y a ça dans ce produit-là. C'est pas ce produit-là, ça fait ci, ça fait ça. Fait que je veux qu'il y ait cette démarche-là un peu intellectuelle de dire, regarde, on a fait ce produit-là avec ces ingrédients-là dans l'objectif de, puis qu'il y ait une genre de séparation pour pas que ça devienne toujours un pitch de publicité puis qu'on perde un peu, je dirais, la crédibilité un peu d'une personne qui deviendrait trop comme vendue à une marque. T'sais. Je laisse une certaine latitude de parler de tout et de rien à mes intervenants pour que le message général soit on donne l'information sur la santé en général, puis les produits font partie de. Pas juste du targeting. Ça me semble être une bonne structure justement pour être capable d'écrire puis de gérer votre contenu, là, d'avoir une espèce de core centralisé qui est plus on-brand avec des intervenants décentralisés qui contribuent de façon, je suppose, récurrente. Est-ce que vous avez des ententes contractuelles? Est-ce que c'est des partenaires d'affaires? Dans ton cas, c'est sûr que tu fais partie de la business, mais
Est-ce que c'est des partenaires? Est-ce qu'ils ont des actions? Comment ça marche? Non, c'est des contractuels. C'est des gens qu'on engage avec des contrats, dépendamment de la durée. Là. Ça dépend. Quand c'est un nouvel intervenant, habituellement, la première année, c'est 1 an. Quand ça fonctionne bien, on prend des ententes à plus long terme pour être capable de le certifier une certaine exclusivité puis qu'ils ne sont pas en train de créer quelque chose qui va nous appartenir d'une certaine façon puis qu'eux autres vont toujours recommencer à zéro qu'à une autre compagnie plus tard. Mais c'est tout contractuel pour l'instant. Là. Il y a des idées d'association parce que souvent, il y a des intervenants comme ça avec le temps qui veulent, mais on parle de partir peut-être d'autres compagnies parce qu'on a la possibilité, on a nos laboratoires de fabriquer, d'avoir d'autres brands qui vont aller toucher d'autres réseaux complètement à côté que nous, on n'exploite pas directement avec ce qu'on fait. On est dans un processus d'une compagnie, par exemple, qui est exclusive pour les femmes qui veulent avoir des enfants, femmes enceintes, femmes qui allaitent. Mais avec une spécialiste qui veut avoir son brand pour son crowd. Fait que nous, on fabrique. C'est sûr que je te mettrais peut-être pas comme tête d'affiche exact. pour ce brand-là. C'est pour ça, mais on a la possibilité de fabriquer. C'est pas sexiste. Non, ça n'a rien à voir. Mais c'est juste que tu es beaucoup trop vieux pour avoir des enfants si tu étais une femme. Il y a ça. Puis la crédibilité n'est pas là. T'sais, une femme qui a des enfants, qui est en plus docteur spécialisé dans le domaine, c'est ça que ça prend. Oui, effectivement. Et comment est-ce que tu fais ta recherche de ces gens-là? Est-ce que tu les trouves à travers des événements? Plus maintenant, mais j'imaginais par le passé, c'était probablement des conventions, des conférences, ou c'est des revues scientifiques que tu contactes directement. Y a-t-il un processus ou c'est juste je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un? Ça a été du networking beaucoup, là, parce que, tu sais, comme ça fait plusieurs ans, ça fait 10 ans qu'ATP existe, mais ça faisait déjà 15 ans que j'étais dans le domaine avant. J'avais beaucoup de connaissances de professionnels à gauche, à droite, que j'avais entendu parler ou que j'avais été en interaction. Il y a même de mes anciens professeurs qui sont devenus des intervenants pour nous aujourd'hui. J'avais un bon network, ça m'a permis d'avoir un levier assez vite parce que j'avais ces relations-là avec des gens. Puis nécessairement, mais eux autres connaissent d'autres personnes. Ça a été beaucoup de l'entremettage, finalement, de réseautage comme ça. Là. Fait que être capable de dire, ben regarde, lui, je vais te présenter un tel parce que ton sujet que tu veux que j'élabore, c'est pas moi le meilleur là-dedans, mais j'en connais vraiment un top. Fait que là, finalement, on s'est ramassé avec des intervenants qui sont très spécialisés. Même des fois, on se dit on pourrait faire plus, mais ça prend un auditoire élargi. Fait qu'on cherche à percer dans un domaine un peu plus professionnel avec une autre ligne de produits aussi. Pour juste des thérapeutes de plus haut niveau, disons, médecins fonctionnels, ainsi de suite. Fait que, ça, c'est tout un work in process. Ça.